Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition, suite de la visite du travail de la secrétaire générale de la francophonie au Bénin, Louise Mushikiwabo est allée mesurer l'impact des actions de l'OF sur la formation universitaire et la promotion des jeunes entreprises. Visite du chantier du boulevard de la Marina par le ministre des Transports, Hervé Romain vient d'engager une tournée sur les différents chantiers routiers lancés par le gouvernement. Et puis les lauriers du gouvernement du Béninois à la sprinteuse Noélie Yarigo, les performances de la jeune athlète honorent le Bénin et c'est à juste titre qu'elle a été célébrée à l'ambassade de Bénin à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie poursuit son séjour au Bénin. Ce 24 septembre, elle est allée se rendre compte de l'impact de l'accompagnement de l'institution qu'elle dirige dans la formation universitaire et la promotion des jeunes entreprises. Voici le point avec James Oulangbagedi et Varis Zomao. C'est par le campus numérique francophone de Cotonou que Louise Mushikiwabo entame l'après-midi de la première journée de sa visite de travail au Bénin. Arrivée attendue, visite guidée, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a surtout ici pris le temps d'échanger avec quelques-uns des bénéficiaires des opportunités offertes par l'agence. Nous avons réalisé des ateliers qui nous ont permis de nous rendre compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement au niveau des jeunes, notamment pour les amener, les aider à saisir certaines opportunités, à la fois de la francophonie, mais également des acteurs de développement ou des États membres. Je trouve que la jeunesse, notamment africaine, est très active et réactive. C'est une jeunesse qui se débrouille bien malgré les défis que traversent nos États. Et si je peux me permettre, je trouve également que c'est une jeunesse délaissée. Je rêve particulièrement d'une jeunesse engagée dans la recherche scientifique. Je milite beaucoup pour la promotion des jeunes scientifiques et je voudrais que les jeunes soient beaucoup formés afin d'avoir une base solide. Et dernièrement, il y a justement 2 ans, nous avons été lauréats du prix de la francophonie de l'innovation pédagogique. J'ai d'ailleurs eu la chance personnellement de vous présenter cela à Paris l'année dernière lors du Salon Vivatech. La réaction de Louise Mushikiwabo n'est pas celle de l'autosatisfaction face à ces produits de la francophonie dont elle salue les qualités et le talent. D'abord pour dire que je suis très heureuse de vous écouter, surtout vous les 4, mais aussi très frustrée. Moi j'aurais aimé avoir 1 million de fois vous 4. Et on a parlé ce matin avec l'équipe gouvernementale de la nécessité pour la francophonie et pour l'OIF dans ces programmes en particulier de vraiment passer à l'échelle. J'essaie de m'imaginer ce que seraient tous nos pays membres où il y a autant de jeunes avec des talents différents, avec des opportunités qui se rencontrent mais qui sont différentes. La richesse que ça représenterait pour nos États. Et pour passer à l'échelle, comme dit Mme Mushikiwabo, quoi de mieux qu'un centre incubateur universitaire qui est en train de faire ses preuves. L'UAC Startup Valley est de ce fait la 2e étape de la visite vespérale de la délégation à l'université d'Abomey-Calavi.
Ici également, de nombreux bénéficiaires de l'accompagnement et de l'encadrement qu'offre le centre incubateur étaient présents pour démontrer à l'illustre visiteur que l'innovation dans le monde francophone africain, et plus encore au Bénin, est possible et en marche. Des entreprises jeunes dans des secteurs divers et variés. Des entrepreneurs auxquels la délégation conduite par Louise Mushikiwabo offre d'autres perspectives encore. Il y avait un projet qu'on voulait lancer juste avant la crise, mais qui a dû être arrêté en raison de cette crise, qui s'appelle donc les pionniers de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était de sélectionner une cinquantaine de jeunes avec un fort potentiel de croissance en termes d'entreprise et les accompagner pour aller plus loin. Mais nous sommes en train de réorienter ce projet, donc les pionniers de l'entrepreneuriat. Et je vois ici beaucoup d'initiatives qui pourraient donc faire partie de ce cadre-là. La secrétaire générale de la francophonie, tout aussi impressionnée, reste désireuse de dissémination des succès enregistrés et entend bien mettre l'institution au service de cette cause. Et la première chose qui m'a frappée, c'est que c'est un processus quand même qui est consistant, qui prend beaucoup de temps, qui a des étapes qui se justifient jusqu'à la post-incubation. Donc je pense que la méthodologie est bonne. Et pour nous, à la francophonie, on aurait aimé, je l'ai dit aussi tout à l'heure à l'université, on aurait aimé multiplier ces expériences. La francophonie et le Bénin, c'est une histoire particulière. Louise Mushikiwabo, en l'affirmant lors de ses échanges avec ses interlocuteurs au cours de la journée, incluait sans doute les nombreuses promesses de cette visite en terre amie et hospitalière. Hier matin, la secrétaire générale de l'OIF a rencontré les femmes entrepreneurs pour une séance d'échange et d'information sur la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les discussions étaient consacrées au fonds spécial de l'Organisation internationale de la francophonie, dénommée Francophonie avec elle. On vous retrouve Précieux Accueil Renou et Calvados Renou pour le compte rendu. Elles sont créatrices de mode, opératrices économiques opérant dans divers secteurs. Elles aussi ont subi les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La francophonie se porte à leur côté. Ici, on échange à cœur ouvert sur le fonds de solidarité créé par l'Organisation internationale pour venir en aide aux femmes des espaces francophones en Afrique et dans les Caraïbes. Avec toute la confiance d'une femme qui parle à d'autres femmes, il y aura certainement beaucoup de projets de femmes béninoises sélectionnés pour ce fonds. En tout cas, ça m'étonnerait, vu la réponse du Bénin, qu'il n'y ait pas plusieurs projets sélectionnés. Et peut-être pour vous dire aussi que ce n'est que l'édition 2020. Dès que ce projet est officiellement lancé, donc avec quelques exemples de projets sélectionnés, nous pensons déjà à l'édition 2021. Encore l'occasion de répondre à cet appel à projet. Donc avec l'aspect principal qui est l'aspect économique, la contribution. Et ici, je dois souligner que nous, la francophonie, on est une organisation budgétairement très modeste, mais nous voulons rester tout près de nos populations. Nous voulons accompagner et nous avons aussi l'ambition, en tout cas pour ce fonds en particulier, d'aller vers des ressources beaucoup plus importantes à partir de l'édition 2021. Le fonds La Francophonie avec elle a pour ambition d'aider les femmes en situation de vulnérabilité. Il veut pouvoir leur offrir un espace d'accès à la santé, à l'éducation, à la citoyenneté et à la formation. Un projet qui cadre bien avec la vision de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a une longue relation avec la francophonie à travers la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Depuis notre prise de fonction, en février 2020, nous avons fait le pari d'accompagner 1000 femmes entrepreneurs par an durant notre mandat de 5 ans. Nous travaillons également à renforcer les partenariats pour leur permettre d'avoir accès au financement. Parce que nous savons que la femme
est un bon gestionnaire et travaille le plus souvent sur les produits qui valorisent le Bénin comme toutes celles qui sont devant vous aujourd'hui. L'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée dans une multitude de projets visant l'éducation des filles et plus encore l'autonomisation de la femme dans les pays membres. La francophonie avec elle, nous avons mieux compris la genèse de ce fonds, nous avons compris également les conditions pour pleinement en bénéficier. Donc nous allons effectivement nous aussi accompagner nos femmes pour pouvoir tirer le meilleur profit de ce fonds qui est vraiment fait pour elles, puisque nous avons bien compris maintenant comment on en bénéficie et surtout le contenu de ce fonds. La francophonie avec elle est lancée depuis juillet 2020. Le projet entre dans sa deuxième phase dès novembre prochain. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain a tenu une séance de reddition de comptes avec les membres du parti. C'est une activité qui vise à faire la restitution de la récente assemblée générale de l'association et la présentation de la feuille de route établie aux participants. Robin Copin-Redor et Val Sezomaon pour le compte rendu. C'est un rendez-vous des jeunes réunis au sein de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, OJBR, pour faire la restitution des travaux effectués lors de l'Assemblée générale du 29 août dernier. Un canal choisi pour partager les grandes lignes abordées au cours du congrès avec les autres jeunes qui n'ont pas pu se rendre à Glazoué vu le contexte de la Covid-19. Au cours de l'Assemblée générale, des résolutions ont été prises, c'est-à-dire des engagements pris par la jeunesse du bloc républicain. Et ces engagements devaient constituer des dispositions qui doivent encadrer nos actions au sein du parti. Et il est quand même bon de revenir faire le point à nos camarades jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être à Glazoué, de venir faire le point de ces engagements pris. La gente féminine du bloc républicain n'est pas restée en marge de cette activité qui met en exergue les valeurs capitales du parti du cheval blanc. Nous, au niveau de l'OFR, étant épris de cette valeur aussi, qui sont les valeurs capitales de notre parti, à savoir la reddition de comptes et la planification, nous sommes venus soutenir les jeunes et leur rappeler de ne pas oublier par rapport à leur feuille de route, lors des installations des cellules dans les quartiers de ville jusqu'aux arrondissements, aux circonscriptions électorales, de ne pas oublier de faire respecter l'article 51 qui nous confère 30% de représentativité des femmes. C'est également l'occasion d'expliquer à la jeunesse les responsabilités des structures décentralisées. L'OJBR n'est pas une structure de décision, c'est une structure de mobilisation. Les structures décentralisées sont celles qui décident de la vie du parti. Mais je pense que nos textes sont clairs, c'est dans la mise en place des structures décentralisées que nous devons faire autant que possible représenter les femmes et les jeunes de 30% à 30%, autant que faire se peut. Le bloc républicain envisage relever de prochains défis, à savoir l'installation des organes décentralisés, la mobilisation des jeunes autour du parti du cheval blanc et le suivi des valeurs du parti dans les autres départements à travers des tournées sur toute l'étendue du territoire national les jours à venir. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Kherkhoumer, a entrepris ce jeudi 24 septembre 2020 une tournée qui va le conduire sur tous les chantiers routiers en cours et au démarrage. Le périple a démarré bien sûr par le chantier du boulevard de la Marina. Les travaux sur ce chantier se déroulent bien aux yeux du ministre. On écoute. C'est un chantier qui se déroule bien. Vous avez évoqué les questions de délai. Évidemment, nous avons, dans la première planification du chantier, envisagé la fin des travaux pour fin juillet. Alors, nous avons connu la pandémie de la Covid-19 et cette pandémie a perturbé un peu les calendriers. Mais il faut aussi dire que nous avons profité pour prescrire de nouveaux aménagements. Nous avons amélioré la prescription, notamment les traitements de certaines surfaces de trottoirs et certains aménagements paysagers qui sont venus, disons, s'ajouter au programme initial des travaux. Et donc tout ceci a fait décaler la fin des travaux que nous envisageons aujourd'hui globalement pour la fin de cette année. Nous avons profité pour faire la rue qui quitte la direction générale du port autonome de Cotonou pour le carrefour des cheminots. Son aménagement était initialement prévu en 2x2, nous l'avons étendu en 2x3, ça fait beaucoup de travaux. Il y a quelques aménagements de sécurité que nous avons rajoutés.
Et aujourd'hui, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est vrai, le délai initial n'est pas respecté, mais aujourd'hui, la mission de contrôle vient de me confier que tout est sous contrôle. Alors je profite pour vous dire que nous avons ici, juste à ma gauche, le site de notre ancien bâtiment du ministère. Nous venons également constater la fin des travaux de démolition. Et je profite pour vous annoncer que le gouvernement envisage la construction en lieu et place des anciennes infrastructures, le centre des affaires maritimes. Le centre des affaires maritimes qui va regrouper l'essentiel des structures qui interviennent sur la plateforme portuaire et également dans le secteur des transports. Et le ministère également aura certains bureaux ici, en attendant la construction de la cité ministérielle. C'était à l'instant le ministre des Transports et des Infrastructures, Hervé Khékhome. Allons à présent à Parakou, des salles de classe bientôt en renfort à l'existant. Le maire de Parakou, Zimé Chabinoussa, à la tête d'une délégation communale, veut s'en assurer avant la rentrée des classes. Il a fait ce jeudi le tour de 10 sites où des modules de classe sont en cours de construction ou de réfection au niveau de 3 arrondissements de la ville, de la commune, bien sûr. En plus des écoles, le maire a également marqué un arrêt pour visiter, bien sûr, d'autres chantiers de la ville. Le point avec Ronald Robinson. Dans le premier arrondissement, le responsable des chantiers au niveau de l'école primaire publique et du CEG Albarika et celui de l'école primaire publique Pérou-Guéra sont sommés de rendre les salles exploitables avant la rentrée. C'est un module de 6 salles de classe en R+1. Le bas est déjà fait. Les dispositions sont déjà prises. D'ici le samedi, dimanche, tout sera vraiment mis au propre pour que les élèves puissent travailler. Le dimanche, nous allons revenir faire le constat. On va construire un bâtiment de 3 classes pendant... C'est 2018, monsieur. Même si c'était 2019. Arrangez-vous pour que pendant la rentrée, là, les gens puissent utiliser au moins les salles. Aujourd'hui, avec ce que nous avons vu, il y a certaines écoles qui peuvent démarrer dans les nouveaux bâtiments. Donc nous avons donné des instructions aux entrepreneurs pour que d'ici le 15 octobre, au moins à 50%, que les écoles puissent être en mesure d'utiliser ces salles de classe avant même la réception provisoire, parce que je ne veux voir aucun élève sous les arbres. Dans le 3e arrondissement, les travaux dans les écoles SNT, Ganon et Donkbaro-Est sont quasiment achevés. Dans une semaine au plus grand tard, sur les 3 mois, 2 seront livrés. Et la 3e aussi, pas sûr. Sur son parcours, le maire Inoussa se montre préoccupé par la qualité des travaux à livrer par les entrepreneurs. Les écoles primaires publiques Wansirou, Seko-Wankoru, Bioguera et Banikani 3 ont également eu l'attention de la délégation municipale. On aurait pu déjà livrer certains de ces travaux-là depuis. Les entreprises, il y a certaines qui attendent les factures qui doivent être payées. Il fallait un ordonnateur. Bon, donc il y a tout ça là qui a causé un peu de perturbation au niveau du délai d'exécution des travaux. Mais toujours est-il que tout est rentré en ordre maintenant. En marge des écoles, le maire Inoussa a touché également du doigt le niveau d'exécution de la construction du marché moderne de Guéma. Démarré 3 mois plus tôt, les travaux sont à près de 6% d'exécution. Les implantations sont presque finies. Et les longrines qu'on est en avancement, comme la machine là est déjà présente, qui peut nous produire beaucoup de briques. Et la population de Parakou auront leur marché quand C'est en mai. En mai. Ouais. Mai 2021. Ouais. Les choses ont évolué par rapport à la qualité. J'ai vraiment apprécié parce que l'entrepreneur a pris l'engagement de travailler avec plusieurs équipes en matinée comme dans la nuit. 15 mois après, nous devons être en mesure d'utiliser ce marché. Le chef de l'État vient de prouver que quand il dit, il fait. La réfection des nouveaux locaux de la direction de la programmation prospective, du développement et des relations extérieures de la mairie de Parakou, ex-bureau des BAC, et le projet de réhabilitation de la place Bioguera n'ont pas été occultés. Nous allons enclencher le processus pour lancer un appel à candidature. Les gens vont nous proposer des maquettes pour nous permettre de sélectionner un entrepreneur, un paysagiste, etc.,
pour remettre complètement tout le complexe en état et de manière durable, sans dénaturer. À travers cette descente, l'autorité communale annonce les couleurs. Pour mieux suivre les réalisations communales, elle sera beaucoup plus sur le terrain. Restons dans le monde des apprenants pour vous dire que les meilleurs élèves des classes intermédiaires du complexe scolaire et universitaire clé de la réussite ont reçu ce vendredi des prix pour les résultats élogieux obtenus. La cérémonie a eu lieu en présence du fondateur de l'établissement et des parents des heureux apprenants. Le point avec Gérard Ngbo. Le complexe scolaire et universitaire clé de la réussite place cette cérémonie sous le sceau de la dévotion à Dieu, car selon son fondateur Omer Adandeyan, la vraie clé de la réussite, c'est Jésus. En témoignent, dira-t-il, les nombreux bons résultats obtenus aux examens de fin d'année. Au complexe clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables obtenus au CEP, au BPC et au bac 2020. En marge de cette culture de l'excellence, il faut préciser que nous luttons chaque jour contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Au nombre de ces mesures, des caméras de surveillance et la correspondance avec les parents d'élèves. À cette cérémonie, les meilleurs élèves des classes intermédiaires reçoivent 300 kits scolaires. Nous encourageons nos élèves qui, par leur travail et leur discipline, se sont particulièrement distingués durant l'année scolaire en passant en classe supérieure avec une moyenne honorable. Ces 300 kits scolaires leur seront distribués afin qu'ils préparent mieux la rentrée 2020-2021 qui s'annonce à grands pas. Honorables invités, nous profitons de cette occasion pour souhaiter à chacun et à tous une bonne rentrée scolaire et académique 2020-2021. Ces kits viennent soulager les parents et doper le moral aux apprenants. En outre, pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe clé de la réussite. Une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances scolaires. L'initiative crée une saine émulation, gage d'une réussite massive au complexe scolaire et universitaire, clé de la réussite. Lion Club International d'élite Cotonou s'agrandit. De nouveaux adhérents ont été reçus ce jeudi. C'était au cours d'une cérémonie sur la laine qui s'est déroulée ici à Cotonou. Beaucoup d'engagement pour se mettre au service des plus démunis. Gilles Dansou, Rodrigue Blondoumé nous en parle. Plus qu'un rendez-vous festif pour les membres de l'association Lions Club International, cette cérémonie d'intronisation et de remise de charte se veut être particulière. 20 nouveaux membres adhèrent au Lions Club Cotonou les élites. Je m'engage librement et solennellement à prendre connaissance des statuts internationaux comme de ceux qui régissent la vie du district et du club. Par ce serment et cet insigne, la famille de Lions Club International s'agrandit. Vous êtes vraiment des élites. Vous êtes nés avec des dents, pourvu qu'elles poussent normalement, afin que cela serve à l'humanité. C'est très important, ça. Et le Lions Club International étant donc fondé sur le bénévolat, n'a qu'une seule manière de nous récompenser. Dire aux meilleurs, félicitations, je suis content de ce que vous faites, courage. Dans le lot des nouveaux adhérents, un président est élu. Bravo. Bravo, président. De l'explication des éléments du fanion, 2 mains soutenant et tirant 2 autres vers le haut pour montrer que le club Cotonou les élites
est résolument engagé dans la solidarité et l'altruisme, valeur cardinale de l'organisation mère, le Lions Club International. Nous avons choisi de servir, d'être au service des autres. C'est pourquoi nous avons marqué notre adhésion dans ce nouveau club. Le Lions Club International compte à partir de ce jour 1 400 000 membres. La sprinteuse béninoise Noélie Yarigo, aux performances exceptionnelles, a été célébrée à l'ambassade du Bénin près la France. Bien sûr, sur l'instruction du chef de l'État Patrice Talon, le gouvernement béninois encourage ainsi cette athlète de renom à briller davantage tout en la rassurant de son soutien. Linek Agbazaou pour plus de détails. Noélie Yarigo reçoit ici les honneurs de l'État béninois après son sacre comme championne de France du 800 mètres en salle le 13 septembre 2020 à Albi. Son pays lui exprime ainsi sa fierté et lui témoigne son attachement et sa reconnaissance. Au nom du président de la République, Patrice Talon, l'ambassadeur du Bénin près la France lui rend hommage. En devenant ainsi championne de France de 800 mètres, vous vous êtes certes distingué personnellement en tant qu'athlète de haut niveau au plan international, mais vous avez aussi contribué une fois encore au rayonnement sportif de notre pays, le Bénin, dans le monde. À telle enseigne qu'il n'est pas exagéré aujourd'hui, avec cette nouvelle victoire, d'affirmer que vous êtes incontestablement devenue la meilleure ambassadrice sportive du Bénin révélée dans le monde. Voilà pourquoi il me tenait à cœur de vous exprimer solennellement, au nom du président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, et de son gouvernement, mes vives et profondes félicitations. La carrière sportive de notre compatriote, Mme Noélie Yarigo, est faite d'une succession de performances exceptionnelles depuis une dizaine d'années, suscitant une admiration soutenue des Béninois que nous sommes. Je voudrais vous encourager à poursuivre, surtout dans un contexte très favorable aujourd'hui d'une nouvelle politique sportive progressivement mise en place par le gouvernement béninois depuis 2016, qui vise à révéler le Bénin au monde comme une nation sportive. Le gouvernement béninois n'entend ménager aucun effort pour encourager et soutenir la gazelle de Materi à aller plus loin. Soyez persuadés, Madame Yarigo, que l'un des objectifs prioritaires en matière de sport que le gouvernement de notre pays s'est résolument donné est la détection des talents et la mise à disposition des moyens et infrastructures nécessaires à leur éclosion en vue de garantir une participation victorieuse des sportifs béninois aux compétitions nationales et internationales. Tel est le sens de l'appui que le gouvernement béninois a décidé de vous accorder pour votre préparation aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, à travers l'assistance et l'accompagnement à vos côtés du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois. Celle qui est aussi affectueusement surnommée le guépard de la Pendjari entend encore défendre les couleurs du drapeau béninois aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Très émue par cette cérémonie d'hommage, elle se dit fière d'être béninoise car son pays le lui rend bien. Pour moi, je me dis que c'est un message très fort de montrer au monde entier qu'on peut quitter le Bénin et challenger avec le monde entier. Franchement, je suis vraiment très heureuse et très émue d'être célébrée ici à l'ambassade, chez moi d'ailleurs. C'est comme si j'étais reçue par le président de la République. Je suis vraiment très heureuse de savoir que tout le monde et tout un peuple est derrière moi et je sais que vous resterez toujours en prière pour moi pour que j'aille ramener cette médaille historique. Je suis profondément béninoise et je représenterai les couleurs de mon pays, le Bénin. L'Amazone du Bénin a été célébrée en présence de son tuteur, Christian Averous, et de sa compatriote, Souliat Saka.
finaliste du 400 mètres à Albi, une autre valeur sûre de l'athlétisme béninois. Depuis 2014, Noélie Yarigo a toujours figuré dans le top 10 mondial. Demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, demi-finaliste au Championnat du monde de Londres en 2017, demi-finaliste au Championnat du monde de Doha en 2019 et 6 fois championne de France en salle et en outdoor. Avec cet hommage, le gouvernement de Patrice Talon lui renouvelle son soutien pour ses exploits futurs. Hors de nos frontières, plusieurs personnes ont été attaquées à la machette ce vendredi matin près des locaux du journal satirique Charlie Hebdo, théâtre d'un attentat en janvier 2015. La compilation de l'actualité internationale nous propose Lénèque Abazaou, nous amène bien sûr au Mali, au siège des Nations Unies, au Cambodge et aussi en Chine. Voici les images. À Bamako, au Mali, le président désigné pour conduire la transition devant ramener les civils au pouvoir, Ba Ndaw, est le chef de la junte et vice-président désigné. Le colonel Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi 25 septembre 2020. C'est le discours du chef de l'État nigérien, Issoufou Mahamadou, qui a inauguré la journée de ce jeudi dans le cadre de la 75e Assemblée générale de l'ONU. 75 ans après la création des Nations Unies, il est indispensable que nous prenions des dispositions pour rendre l'ONU plus apte à répondre aux défis auxquels le monde est confronté. La gouvernance démocratique doit être mieux reflétée au niveau mondial. Nous avons besoin d'un multilatéralisme plus inclusif, plus à l'écoute des pays en développement et reflétant mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. À sa suite, Alassane Ouattara, lui, s'est longuement penché sur l'impact du coronavirus en Afrique. Le président ivoirien, dont le discours était très attendu, en raison de sa candidature à un 3e mandat, n'a fait qu'une très brève mention des élections dans son pays. Le peuple ivoirien va élire le 31 octobre 2020 son prochain président de la République. En dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, toutes les dispositions sont prises pour que cette élection soit apaisée et transparente à l'image de celle de 2015. Ont également suivi les allocutions des présidents du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, de la Guinée, de la Centrafrique, du Gabon et du Burundi. Que des messages vidéo, Covid-19 oblige. Une attaque à l'arme blanche a fait 2 blessés ce vendredi à Paris, près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, en plein procès de l'attentat meurtrier qu'il avait visé en janvier 2015, et un suspect rapidement interpellé par la police. Un premier bilan de la préfecture de police faisait état de 4 blessés, dont 2 en urgence absolue, avant d'être revus à la baisse. Le suspect a été interpellé par la police près de la place de la Bastille. Un périmètre de sécurité a été établi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo, situés dans le 11e arrondissement, pour un colis suspect. Une cellule de crise a été ouverte au ministère de l'Intérieur où le ministre Gérald Darmanin et le Premier ministre Jean Castex devraient se rendre en urgence. Magawa, un rat africain géant qui sauve des vies en détectant des mines au Cambodge, s'est vu décerner ce vendredi une médaille d'or par l'Association britannique de protection des animaux, qui récompense chaque année un animal pour sa bravoure. Formé par l'association belge Apopo, Magawa peut s'enorgueillir à presque 6 ans d'avoir déjà découvert 39 mines antipersonnelles et 28 restes d'explosifs de guerre au cours de sa carrière. Son travail a permis de déminer près de 141 000 m² de terrain, soit l'équivalent de 20 terrains de football. Sa bravoure et sa dévotion face au devoir ont été récompensés par l'association britannique qui lui a décerné une version miniature de sa médaille d'or considérée comme l'équivalent pour les animaux de la Croix de Georges, plus grand honneur décerné à des civils.
Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2012, le nageur chinois Jiang Haiki sert désormais son pays d'une manière bien différente. Il est policier et sauve les personnes tombées à l'eau à Shanghai. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous un très bon week-end. À tout à l'heure.